Alors, c'est peu vous dire que je suis vraiment très heureuse de partager avec vous cette soirée autour de Jen Harris. Comme vous le savez, Jen nous a quittés l'année dernière et nous avons des... Si. Merci Bruno. Donc, je vous disais combien j'étais heureuse de partager avec vous cette soirée autour du travail et de la personne aussi de Jen Harris, qui est donc une artiste de la collection du FRAC Artothèque, avec laquelle aussi nous avons travaillé, que nous avons rencontré il y a maintenant de nombreuses années. Et quand Claire Jacquet, la directrice du FRAC MECA à Bordeaux, et que Jen m'avait parlé de ce projet d'exposition, on avait immédiatement imaginé que nous travaillerions à trois. Le Covid s'en est mêlé, notre chantier et son retard s'en est mêlé, et nous n'avons malheureusement pas pu collaborer sur un projet d'exposition, puisque l'exposition des travaux de Jen, ou en tout cas d'une partie, se trouve encore sur les murs du FRAC MECA à Bordeaux. Mais nous tenions absolument, pendant la durée de cette exposition, partager un moment à Limoges autour de l'œuvre de Jen. Donc j'ai imaginé tout de suite inviter Camille de Singly, que je vais vous présenter, mais aussi Bruno Rousselot, qui est artiste et que je vais vous présenter également tout à l'heure. Et évidemment, il n'était pas imaginable d'imaginer ce temps de parole, d'études aussi des travaux de Jen, sans Yadji, je le laisserai prononcer son prénom et son nom tout seul, parce que c'est un peu une plaisanterie entre nous, qui a partagé la vie de Jen, qui est lui-même artiste. Et donc nous avons autour de cette table deux artistes aussi pour vous donner des éléments de rencontre avec le travail de Jen Harris. Alors le FRAC Artothèque n'était pas encore FRAC Artothèque quand nous avons commencé à collectionner les travaux de Jen. J'ai pour ma part, au moment où je dirigeais l'Artothèque, rencontré les travaux de Jen la première fois où elle les a montrés à Bordeaux, dans la galerie d'Aymeric Ducreux. Et nous avons commencé à collectionner les œuvres sur papier quasiment simultanément, à 2 ou 3 ans près, avec Yannick Milou, qui était lui directeur du FRAC Limousin et qui a commencé également à acheter les peintures et notamment des travaux que nous apercevrons tout à l'heure, dont une toile qui est une toile importante dans l'œuvre de Jen et qu'elle souhaitait absolument qu'elle soit conservée dans une collection publique, la collection du FRAC Artothèque. Donc ensuite, FRAC Artothèque, nous avons continué à collectionner les travaux de Jen. Et les travaux de Jen Harris constituent aujourd'hui dans nos deux collections ce qu'on appelle un ensemble monographique et qui est une des singularités de la collection du FRAC Artothèque, c'est-à-dire d'être articulé aussi, d'être structuré par des grands ensembles monographiques qui permettent de jalonner le parcours d'un artiste et de pouvoir présenter un ensemble d'œuvres conséquents sur une durée aussi conséquente. Donc voilà un point pour le FRAC Artothèque. Je ne vais pas être plus longue parce que l'idée c'est qu'on puisse avoir une discussion qui soit suffisamment nourrie à la fois par les échanges et par les prises de parole autour de cette table, et aussi qu'on puisse ensuite échanger avec vous. Donc je passe tout de suite à la présentation des intervenants. Donc à ma gauche, Bruno Rousselot, qui est artiste, qui a rencontré l'œuvre de Jen lors de son exposition à Bourges en 2009. Bruno a une pratique qu'on peut situer aussi dans le mouvement de l'abstraction, même si après, quand on rentrera dans l'œuvre de Jen, il y a des éléments de complexité, comme dans ton travail aussi, et comme dans tout travail de peintre qui travaille dans l'abstraction. Le mot abstraction est toujours un petit peu sec parfois pour résumer le travail de peinture que tu peux faire. Et donc tu interviendras librement pendant toute cette table ronde pour donner ton point de vue et aussi nous éclairer sur la rencontre que tu as eue avec les œuvres de Jen.
Camille de Singly, qui est historienne d'art, critique d'art, qui enseigne à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, qui a été présidente de Documents d'artistes, qui est une association en région qui vise à pouvoir documenter le travail des artistes qui travaillent en Nouvelle-Aquitaine. Donc Documents d'artistes Nouvelle-Aquitaine publie régulièrement sur son site des textes, mais aussi des archives photographiques qui permettent d'appréhender très précisément les travaux des artistes qui vivent et travaillent dans notre région. C'est quand tu étais présidente de Documents d'artistes, Camille, que tu as rencontré le travail de Jen, qui a été documenté assez rapidement et qui est maintenant assez nourri dans sa documentation sur le site de Documents d'artistes, ce qui est un élément extrêmement précieux pour rencontrer le travail. Je vais te laisser dire ton prénom et ton nom, pardonne-moi, en cette fin de journée. Donc, Yirji. Voilà, donc, qui est également artiste, qui a un travail de sculpteur et qui a partagé la vie de Jen pendant bien longtemps. Vous vous étiez rencontrés, je crois, en école d'art, ce qui n'est pas tout à fait neutre pour un couple d'artistes. Suzanne Gels, qui nous fait la gentillesse de pouvoir réaliser la traduction en simultané pour plus de confort pour tout le monde. Voilà. Donc Camille, je vais te passer la parole tout de suite. Nous avons réalisé plusieurs séances de travail dans l'atelier de Jen à Nantia, à côté de Thiviers. Camille, je te laisse la parole. Je suis vraiment heureuse en fait de pouvoir aussi discuter avec Bruno, toi Catherine et Yidji autour de son travail et de son œuvre. Voilà. Et aussi, je suis très émue ce soir parce que Jen Harris était aussi une amie proche et dont la présence, les paroles me manquent beaucoup. Donc c'est aussi un temps d'hommage que nous avons ce soir pour elle. Alors, j'ai un diaporama que je vais essayer de faire circuler en même temps. On peut d'emblée dire qu'il y a une très grande difficulté à photographier et à rendre compte de la peinture de Jen par l'image. Donc on est pourtant dans d'excellentes conditions, mais sachez que voilà, rien ne vaut l'expérience réelle de la rencontre avec son travail de peinture. Je ne parle pas des questions de changement d'échelle. Là, on a derrière nous une œuvre qui fait 56 par 61 cm, donc qui est évidemment bien plus petite que ce qui est là. Elle s'intitule Devilish 2011. Alors peut-être je demanderai de temps en temps l'aide à Suzanne pour traduire les titres des œuvres de Jen qui sont toujours assez extraordinaires et qui racontent, alors pas tout de suite au début, mais assez vite d'autres choses en plus de l'œuvre. Alors, je disais que cette rencontre de ce soir, c'est aussi un hommage et c'est sans doute une des premières pierres pour commencer à développer la documentation sur l'œuvre de Jen Harris. Donc j'avais envie de revenir sur le moment de la découverte de l'œuvre de Jen Harris en France. C'est une façon de commencer à découvrir des éléments ou à redécouvrir des éléments. C'est tout à fait étonnant d'imaginer qu'une artiste comme Jen Harris, alors enseignante dans une prestigieuse université londonienne, avec une galerie à Londres, décide à 50 ans, en 2006, de quitter la capitale anglaise pour une lointaine campagne française en Dordogne, avec son mari Yuji Kratochvil et leur fils George. En arrivant en France, Jen Harris doit se reconstituer intégralement, ou presque, un réseau professionnel dans son pays d'accueil, ce qui ne la fera pas perdre son réseau d'origine, qu'elle continuera à entretenir. Et d'ailleurs, ses œuvres, alors pas encore complètement, mais ont en partie regagné la capitale anglaise. À Londres, en 2006, Jen Harris rencontre un artiste français qui s'appelle Olivier Gourville, qui est un peintre. Lui-même donc est ami d'amis communs. Yidji nous en parlera peut-être. Et il invite Jen à participer à une exposition collective qu'il organise dans un lieu qui s'appelle le Transpalette à Bourges. C'est une exposition collective d'artistes français et anglais qui pratiquent l'abstraction. Et le titre de l'exposition est évidemment un jeu de mots. Hein. La peinture est presque abstraite. On pense Le crime était presque parfait de Hitchcock. Donc, qui raconte aussi les jeux autour de cette question de l'abstraction. Et peut-être que Bruno, tu nous en reparleras tout à l'heure, puisque tu es exposé aussi dans cette expo collective. Donc là, on est en 2009. On comprend la rencontre en 2006. Jen s'installe en 2006.
l'exposition en 2009, mais entre-temps, Yannick Milou, donc alors directeur du FRAC Limousin, rencontre Jane Harris dès 2008. Et lui-même, à partir de ça, organise une exposition collective aussi, pour laquelle il invite Jane Harris, donc Néo, Géo et compagnie. Et aussi, il procède à des premières acquisitions d'œuvres de Jane. Donc on se rend compte que ça va quand même assez vite, puisque dès 2010, il y a 2 œuvres, 2 peintures qui rentrent dans la collection du FRAC, Limousin à l'époque. Alors, tout à l'heure, Catherine évoquait la galerie de Aymeric Ducreux, la galerie ACDC. Et Aymeric Ducreux, donc galeriste à Bordeaux, la galerie a fermé depuis, mais découvre l'œuvre de Jane grâce en fait à l'exposition Néo Géo dont je viens de parler. Donc on voit la connexion se fait comme ça, il voit cette exposition, il découvre le travail de Jane Harris avec Claire Jacquet, dont tu parlais tout à l'heure, directrice du FRAC maintenant MECA, enfin ancienne directrice du FRAC MECA, et lui-même décide d'organiser cette exposition et de vendre le travail de Jane Harris dans sa galerie. Donc ça, c'est 2 photographies de cette exposition qui est aussi un peu historique, puisque ça fait partie des premiers moments où on découvre l'œuvre de Jane. Et donc moi, cette exposition, je la vois en 2010, donc c'est ma première aussi rencontre. Et j'ai amené cet article à gauche, vous avez la page entière d'une revue qui s'appelait Spirit, qui maintenant est... Enfin, c'est l'ancienne revue... culturelle, on va dire plutôt artistique de Nouvelle-Aquitaine, d'Aquitaine à l'époque. Maintenant, c'est Junk Page, peut-être que vous connaissez. Et donc, il y a ce petit article qui est en bas à gauche, qui s'intitule Jabot et Feston, qui rend compte de cette exposition de la galerie ACDC dès 2010. Et on comprend, quand on voit la taille de l'article, que l'artiste, en fait, n'est pas du tout encore connu. Hein. C'est une petite entrefilet, rien à voir avec ce qu'elle aurait eu quelques années après. Donc tout ça nous permet petit à petit d'imaginer que le travail de Jane Harris va commencer à être assez reconnu. Rapidement, en fait, tout le monde prend conscience, alors dans le champ, dans le monde de l'art contemporain et peut-être aussi aquitain, mais tout le monde prend conscience de la force et de l'importance de l'œuvre de Jane Harris. Donc elle intègre ce fonds dont Catherine parlait tout à l'heure, Documents d'artistes, donc une association et un site internet que j'avais créé il y a une quinzaine d'années. Donc on lui consacre en 2013 un dossier. Donc c'est un travail de documentation approfondi et qui va être pour moi la première rencontre avec Jane Harris aussi comme personne. Et voilà, c'est comme une sorte de coup de foudre par rapport à la façon dont à la manière dont elle parle de son travail, dont elle est. C'est une personne vraiment assez extraordinaire. Et donc, on a sur ce site à la fois un texte et aussi un entretien qui a été fait avec elle en 2013. À la suite de ça, en même temps, en fait, tout grossit en même temps, elle va avoir une série d'expositions importantes. Donc, une qui va être d'abord... alors, la première, c'est à Pollen, à Montflanquin, qui est un lieu de résidence artistique. Puis après, à la Chapelle du Carmel à Libourne, donc ça j'en reparlerai parce que c'est aussi une œuvre majeure qu'elle va créer pour cette exposition en 2014-2015. Et après, donc à Périgueux, à l'espace culturel François Mitterrand. Donc tout ça se passe entre 2013 et 2015. Et bien sûr, c'est pas du tout anodin qu'en 2016, quand la région Nouvelle-Aquitaine se crée avec 3 anciennes régions, les 3 FRAC décident de commander leur drapeau commun à Jane Harris. Et je me disais, on est en 2016 et en fait, en 10 ans, c'est quand même incroyable, en 10 ans, on ne pouvait pas guère imaginer une meilleure intégration de cette artiste anglaise qui se fait une place majeure, évidente et singulière ici, en fait. Hein. Voilà. Donc après, je sens que je suis un peu trop longue. Ça va ? L'idée, c'était de faire un parcours un peu global et général sur son œuvre et sa vie avant de pouvoir être aussi en dialogue ensemble sur certains points un peu plus précis. Et donc, c'est un découpage plus ou moins chronologique, mais avec des entrées thématiques, vous allez voir. Donc, on commence sur le début, les années de formation qui sont évidemment très importantes. C'était aussi, je trouve toujours important de revenir au socle ou au commun. Donc Jane Harris, c'est une artiste anglaise, elle est née en 1956, donc un peu d'éléments cartographiques. Elle est née là, dans cette petite zone au sud de Basse,
Et ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'en fait, elle est évidemment de l'autre côté de la Manche, donc elle regarde la France dans une petite ville, enfin, qui s'appelle Swanage, dans le Dorset. Et un petit élément de cette enfance, parce qu'elle le dit, elle se souvient avoir eu plaisir à dessiner des formes géométriques et à les colorier quand elle était enfant. Quand on connaît le reste du travail, c'est quelque chose qui est intéressant, et elle dit c'est quelque chose que j'ai gardé en 2013. Alors elle a un parcours de formation assez long, complètement atypique, qui se fait avec un premier temps de formation qui dure 6 ans, ce qui est déjà pas mal, sur 4 établissements différents. Donc elle commence par un collège of art qui est à proximité d'où elle habite, et puis petit à petit, en fait, elle change de ville, de plus en plus vers du grand, et cette première phase de formation se termine à la Slade School of Art de Londres, dont elle sort diplômée en 81 à 25 ans. Et on a retrouvé, grâce à ce temps commun passé chez Yidji, et avec Yidji, on a retrouvé ces dessins, en fait, qui sont des dessins, des autoportraits au crayon qui datent a priori de cette période-là. Oui, donc en fait, donc en Angleterre, quand on va faire comme une école des beaux-arts, on fait 2 années de préparation en fait. Donc c'est pendant ces 2 années de préparation, après le bac en fait, avant de rentrer à l'école d'art. Donc c'est sur le tout début, donc si c'est Bournemouth, c'est en 75-76. 75-76. Ok. On peut déjà te remercier de nous avoir donné accès aussi à des travaux de Jen qui n'ont pas été montrés, et des travaux de jeunesse, et on va le voir tout à l'heure aussi, des travaux qui nous permettent de rentrer dans l'œuvre, dans la compréhension de l'œuvre de façon très précise. Donc des autoportraits qui sont assez impressionnants, assez beaux en fait, où elle regarde vraiment avec toutes ses qualités d'observation sont déjà très présentes, quoi. Donc ça c'est un des premiers tableaux, en fait, enfin tableau, c'est pas un tableau, c'est une œuvre sur papier, mais c'est une gouache, une peinture qui date de 79, donc très tôt dans son parcours, et qui fait partie des rares choses qu'elle a gardées aussi en image pour représenter cette première phase de travail qui est pour elle vraiment comme une phase d'avant, une phase de formation. Et où déjà, on voit aussi son travail d'abstraction, hein, c'est une peinture qui est déjà pleinement abstraite, peut-être qu'on en reparlera après. Et après ces premières phases de formation de 6 ans, qui vont être pour elle importantes parce qu'elle dit qu'elle en a gardé l'importance de l'observation du réel, l'interrogation aussi sur la question d'une approche sensorielle du monde, et aussi, de par ses cours d'histoire de l'art, une réflexion sur la planéité de la peinture, dans une sorte d'héritage un peu croisé entre la fabrique de l'illusion de la perspective de la Renaissance et sa remise en question par le grand théoricien américain Clement Greenberg, qui interrogeait la question de la planéité en fait, de la peinture et de la fausse illusion. Et de son côté aussi, elle a d'autres figures de référence qui sont très importantes, dont elle a parlé à plusieurs reprises. Il y a Piero della Francesca, Cézanne, Seurat et Morandi. Et pour elle, c'est aussi la question de la structuration dans la peinture, de la composition, cet art de la composition qui va être juste très important. Et elle dira en quelques années après, structure et ornementation sont les 2 choses que je veux utiliser dans mon travail. Donc à la suite de cette première formation, elle va décider de faire une sorte de voyage un peu initiatique, hein, comme dans la grande tradition de la peinture, de partir pour aller voir ailleurs, comme a pu le faire par exemple un grand peintre français, Théodore Rousseau, qui est exposé en ce moment au Petit Palais et qui a fait aussi cette espèce de grand voyage initiatique au démarrage, se confronter à une autre nature en fait déjà qui l'intéresse. Et donc là sous les yeux c'est un tout petit dessin, une toute petite œuvre sur papier qui date de 82 et qui est intitulée Sibéria, et je me suis posé la question si elle était donc en route pour le Japon, puisque c'est là où elle va faire un premier séjour de 2 mois qui va être très, très important pour son travail. Donc quelques images. Donc là, c'est une œuvre sur papier, mais d'assez grand format, 75 par 105. Vous voyez son titre, Shakei, donc un nom japonais qu'on peut traduire par jardin emprunté,
et qui fait référence à la construction dans les jardins japonais d'un point de vue qui s'opère à la fois avec ce qui est dans le jardin et ce qui est à l'extérieur. Donc là, elle a pris un exemple, quand elle parle de cette expérience première, des rochers qui sont dans le jardin et derrière des montagnes. Et il y a comme un jeu d'intégration de l'extérieur dans le jardin, mais aussi de mise en perspective. On voit aussi la géométrie de ce qu'elle construit. Peut-être aussi évoquer une autre chose qui est importante déjà là, c'est le jardin sec, qui est un jardin effectivement japonais, qui est créé à partir, le jardin zen, à partir de sable, qui est évidemment tracé et qui crée des sortes d'ondes. Et ça, je me disais que cette question de l'onde, elle était aussi importante dans son travail. Donc l'idée de quelque chose qui fait comme des ondes, alors parallèles en fait, qu'on retrouve à partir d'une zone centrale et qui va vers l'extérieur. Et dans les jardins zen, c'est une analogie entre le sable et l'eau. Hein, ce sont des jardins secs, mais réellement ça évoque l'eau. Et dans la peinture de Jen, on retrouve cette question de l'onde. Je donne une petite définition qui, pour moi, résonne vraiment avec son travail. C'est une onde, c'est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés locales du milieu. Et cette dynamique de l'onde, en fait, elle va être aussi présente dans la question de la vision. Donc, je passe quelques images. Donc, pardon pour les images, mais elles ont été prises dans un meuble à plan, donc on ne les a pas complètement bien, mais c'est deux œuvres sur papier qui ont été faites au moment où Jen entreprend un deuxième voyage, je disais initiatique, mais un deuxième grand déplacement. Elle part en France et elle va voir les jardins géométriques à la française. Donc c'est vraiment des choix à chaque fois, hein, d'aller chercher des choses particulières. C'est pas à la fois sur Paris et puis autour des châteaux de la Loire. Et là aussi, c'est intéressant de voir en fait ce qu'elle en garde de ça et la façon dont elle va commencer aussi à travailler sur l'eau, le miroir et la réverbération aussi par rapport au monde extérieur. Il y a tout un travail assez délicat de colorisation aussi à l'aquarelle et de structuration dans ces œuvres, mais qui ont quelque chose comme de capter la nature. Alors, si je disais qu'il y avait un moment de bascule, un avant-après pour Jen, c'est qu'elle décide de refaire un temps de formation. Et là, elle change d'endroit. Elle est toujours à Londres, mais elle va dans un des grands lieux d'enseignement de l'art de l'époque qui s'appelle le Goldsmiths College, qui est l'équivalent d'une très grande université anglaise et qui était très importante aussi à l'époque parce que, en fait, au Goldsmiths College, il y avait toute une génération d'artistes qui avaient été formés et qui commençaient à être très très connus, donc qu'on a appelé les Young British Artists. Ça a été vraiment un moment aussi très fort de reconnaissance de ce qui se faisait en Angleterre à l'époque, et qui sont en fait contemporains de Jen. Alors je donne deux noms hein, pour qu'on soit Damien Hirst et Sarah Lucas. Et eux ont été diplômés juste avant Jen, donc voilà, elle arrive avec Osiki dans une école qui est déjà très, très importante. Et pour elle, c'est un moment de bascule, on voit que tout change. Et ce que tu m'expliquais, Yiji, c'est que c'était pas tant parce qu'elle avait eu une rencontre avec un enseignant, que les modalités même d'enseignement qui étaient pratiquées au Goldsmiths College étaient tout à fait singulières à l'époque. Il y avait l'idée de transversalité, d'horizontalité, et les artistes diplômés, certains étaient invités à rester dans l'école, à avoir leur atelier, et à inviter des critiques. Et donc c'était un lieu de vie, de ferment, de discussion, d'échange extrêmement important. Donc je montre quelques images qui sont associées à cette période. Donc là aussi, c'est des photos qui ont été faites un peu comme ça en surplan, mais on voit bien que son travail change complètement. On peut relever la question de réduire le nombre de couleurs, de travailler sur le négatif et le positif. Et donc là, il y a 4 couleurs, mais à chaque fois, c'est des rapports de 2 à 2. Et en même temps, il y a une duplication du motif et aussi des connexions qui s'opèrent. On voit bien entre les différentes couleurs aussi des éléments. Et puis donc là, une œuvre qui est sur panneau dur, je ne sais pas exactement ce que c'est, une huile sur panneau dur de 61 par 61 cm qui s'intitule Jet, enfin en 89. Et
on voit que tout n'est pas encore là, mais on comprend bien que sa peinture change complètement, radicalement. Ouais. Donc en fait, voilà. Oui, donc c'est pas négatif, positif, hein, c'est plutôt faire un fond avec quelque chose dessus et de savoir lequel arrive en premier. C'est cette juxtaposition, si on peut dire. Et peut-être aussi qu'on le voit, on est encore, il y a encore des éléments figuratifs qui sont présents. C'est-à-dire que c'est pas encore un motif, c'est encore un sujet qui évolue vers le motif. Alors donc dans une deuxième partie où on commence à être vraiment dans aussi la peinture de Jen telle qu'elle va la revendiquer comme étant la sienne importante. Et donc tout de suite je montre cette peinture qui s'intitule Painting, enfin je ne l'ai pas traduit d'ailleurs, peinture numéro 1 de 1990, qui est une très grande huile sur toile, d'1,68 m par 2,29 m, donc c'est un très grand format. Et vous voyez, elle est dans la collection du Frac Artothèque Nouvelle-Aquitaine. Et ça, c'est assez important de le souligner. Tu le disais, Catherine, hein, tout à l'heure. Tu évoquais cette œuvre qui avait été achetée par le Frac et qui était une œuvre importante pour Jen. Quand l'œuvre est achetée en 2015, c'est Jen en fait qui souhaite que cette œuvre rentre dans la collection. Et c'est un geste extrêmement fort parce que elle l'a appelé numéro 1. Et alors qu'on comprend qu'elle a fait plein de choses avant, donc c'est dire c'est ma première peinture. Donc c'est aussi et on sait par son site internet que réellement elle fait commencer, vous verrez une capture d'écran, mais elle fait commencer son travail en fait en 91. Donc elle, c'est comme une renaissance en fait, c'est un recommencement. Et en même temps, on voit que les choses sont déjà là très fortement par rapport à tout ce qui va être en jeu dans sa peinture, dans cette peinture de 1990. Donc c'est un jalon essentiel. Alors peut-être une des choses qui est importante, déjà assez visible, c'est la... C'est pour ça... Tu veux dire quelque chose? Ouais. Ouais. Mm-hmm. Donc l'importance de l'art minimaliste qui était encore très présente à ce moment-là. Dans le minimalisme, on ne parlait pas du tout de décoration, de décor, de... L'histoire de décorer, il faut avoir un objet à décorer et ici il s'agit de retirer cet objet et qu'est-ce qu'il reste après. Voilà, c'est ça. Oui. C'était ça son état d'esprit en fait. Voilà. Bruno ? Oui, en fait ça me fait penser qu'effectivement à cette époque-là, donc 91, hein, c'est ça, 1991, en fait beaucoup de peintres étaient confrontés à cette situation, c'est-à-dire quelle est la limite du décor, du décoratif, du motif, entre une décoration sur un tableau, sur une surface, et une décoration qui est sur un objet manufacturé ou pas, enfin. Et ça a été un moment qui est très important, et je trouve que ce qu'on a vu avant, en fait, ce rapport entre abstraction et figuration, entre motifs, parce que l'avion qu'on a vu, c'est un motif finalement, c'est un petit motif qui a une oui, voilà, c'est ça. Et là, c'est une autre forme pour l'avion en fait, je trouve dans ce tableau en fait, voilà. C'est peut-être aussi sur parce que je l'ai mis dans cette partie qui s'intitule donc ellipse. On a déjà, en fait, l'ellipse est déjà là
l'ovale au centre, en fait, même si les bords, justement, sont chantournés. Et cette importance de l'ellipse est présente très tôt. Elle est présente, c'est presque le début, en fait, pour Jen de son travail, en fait, à partir de cette ellipse. Et là aussi, dans l'histoire de la peinture, j'évoquais tout à l'heure le peintre Théodore Rousseau, donc paysagiste. Et lui-même, en fait, quand il va révolutionner la peinture de paysage, va utiliser l'ellipse pour retravailler la façon de composer son paysage, et notamment, en fait, sortir de l'idée d'une vue à distance, telle qu'elle était pratiquée dans la peinture de paysage historique, pour au contraire, comme nous projeter à l'intérieur du paysage à travers ce motif-là, comme si on rentre à l'intérieur. Et donc c'est aussi intéressant, je trouve qu'elle travaille sur cette question-là de cette forme de l'ellipse. Et sur la question du décoratif, ça a été aussi souvent souligné que dans cette peinture-là, c'est particulièrement visible, qu'il y avait des liens aussi avec le mouvement rocaille et toute la façon de travailler l'ornementation des moulures, par exemple. Et donc là, c'est particulièrement évident et ça donne quelque chose qui joue à la fois sur la symétrie, hein, parce que l'ellipse, c'est une forme géométrique tout à fait particulière qui est avec deux axes de symétrie. Donc ça intéresse Jen, hein, qui aime beaucoup aussi les formes mathématiques et les jeux mathématiques de construction. Et en même temps, c'est brouillé, l'image est brouillée à partir de ces éléments. Puis peut-être un dernier élément aussi qui est important là, visible, c'est les touches de peinture, donc les brush strokes, et sur lesquelles elle commence aussi à développer une manière particulière de peindre, qui est une façon très précise d'apposer le pinceau et de créer des variations de la lumière et qui créent des effets de moirage qui ne sont pas forcément égaux justement sur toute la surface, mais il peut y avoir des différences entre l'intérieur des formes et ce qui se passe aussi autour. Je trouve que dans cette peinture, ouais. il y a une dimension monumentale qui est très perceptible. C'est-à-dire que c'est un motif, mais il est du fait du format du tableau, hein, voilà, ça lui donne une dimension tout à fait monumentale, en fait. Et qui est relativement nouvelle dans sa peinture. Oui, et c'est la première fois qu'on voit ça, ouais, dans son travail. Donc on comprend pourquoi elle avait aussi envie qu'elle rejoigne. C'est numéro 1, ouais. Je pense que Yannick Milot a tout de suite compris aussi avec elle, dans le dialogue avec elle, que cette peinture était importante, et on est vraiment très heureux de l'avoir en collection parce que ça dit ce que va être son travail ensuite, et on a vraiment les fondations de sa peinture à venir dans cette toile-là. Oui, c'est en place. Ouais. Ce qui est étonnant, hein, d'ailleurs, ça arrive tôt par rapport aussi. Enfin, donc je montre quelques-unes, c'est une série de plusieurs, elles ont à chaque fois un numéro, donc là la numéro 2, mais toujours en 90, qui est une période, ça me semblait énormément une grosse production sur des formats là aussi assez grands, hein, 1m52 par 1m75, travaille aussi toujours sur cette, mais on voit mieux la forme. Et j'en ai choisi 3, la numéro 7, qui est là un petit format de 41 par 46, mais où commence à se jouer d'autres choses sur les variations avec plutôt des logiques plus répétitives qui seront à l'œuvre dans la suite de son travail. Peut-être préciser, Camille, aussi, c'est ce qu'on a aperçu en atelier, et sauf à ce que tu me démentes, Yerdi, c'est que Jen continue à travailler à l'échelle de la main, et qu'elle expérimente ses formes aussi avec le dessin, et qu'elle va travailler cette question de la géométrie, de la symétrie, de l'évolution de la forme, aussi sur des feuilles et sur des dimensions plus restreintes, en même temps qu'elle développe la peinture de grand format. Et ça, c'est ce qu'on voit en atelier, et je pense que c'est aussi une dimension qui a continué à l'intéresser, de pouvoir travailler aussi des éléments plus petits dans son travail qui restaient à l'échelle de sa main avant de passer à l'échelle du corps, où là on va voir après dans les grandes peintures, ou même en tant que recardeur, notre corps tout entier est dans la peinture. Alors j'ai ramené pour l'échange qu'on a aujourd'hui une petite série d'aquarelles sur papier qui date de 91,
donc qui font chacune 23,5 par 44 cm. Et c'est une très très belle série que en fait j'avais jamais vue. Enfin, je l'ai pas spécialement vue en vrai, mais en image déjà que je connaissais pas. Ouais. There was a competition for very large shop which sells sheet music, and they had a windows, and Jane was second, first was me. So it's all related to annotation of music. Donc c'était un concours dans un magasin qui vendait de la musique. Donc voilà, donc ça fait référence directement au langage musical. Et tu disais, Yiji, aussi qu'il y avait cette question-là de la devanture. Donc en fait, le format qui est posé aussi, c'est un format de devanture. Ah, c'est une vitrine. Elle a gagné le 2e prix, pardon, c'est ce que j'ai pas dit. Enfin, moi, je trouve que cette série est très très belle. Et ce qui est étonnant, c'est que par rapport à l'idée d'un concours pour une devanture, on aurait pu imaginer, parce que Jen ne laissait rien au hasard, qu'elle l'aurait pas gardé. Et si elle le garde, je pense que c'est parce qu'elle considère qu'il y a des choses qui sont en jeu aussi dans cette série. Qui sont... Tout à l'heure, je parlais des ondes. Donc les ondes, c'est aussi les ondes musicales. Et par rapport à la série de peintures précédentes, qui sont donc aussi précédentes légèrement dans le temps, on voit que tout n'est pas complètement arrêté sur cette question de l'ellipse, qu'elle est en train de travailler sur les logiques aussi de ces lignes de contour. Mais en même temps, on a quand même ces petites variations, ces indentations, enfin, des choses qui créent comme ça aussi du rythme. Ben, en fait, cette série que je ne connaissais pas, oui, ouais. est assez étonnante. Et il y a quelque chose qui m'intéresse dans le travail de Jane Harris, c'est que en fait, elle oscille entre abstraction et figuration, mais d'une manière très comment dire, très détachée. Comme ça, il y a une distance. Et en fait, je réfléchissais, je ne trouvais pas beaucoup d'équivalents, mais il y a un peintre britannique qui a joué comme ça sur la proximité, qui s'appelle Ben Nicholson, et qui passait, mais sans aucun problème en fait. Ouais, voilà, en gardant toujours une distance en fait, et entre compositions complètement abstraites, semi-abstraite et quelquefois presque un peu descriptive. Et c'est vrai que l'arche qu'on voit ici, elle nous donne une information sur l'architecture qui est assez étonnante en fait. Et ouais. Et sur le titre aussi, hein, donc musique déco, alors effectivement on comprend mieux le titre par rapport au contexte de commande, mais ce terme de déco, on en a déjà parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est un terme, elle-même, elle ne reniait pas du tout la dimension décorative de son travail. Pour elle, je pense qu'il y avait une noblesse en fait du terme. Et elle a, sur les dernières années, elle avait un projet d'exposition au musée Matisse. Et Matisse est un artiste et un peintre pour elle, justement, de référence aussi sur ce rapport-là au décoratif que Matisse non seulement assumait pleinement, mais il parlait en fait de l'importance pour lui de faire un travail de peinture qui était un travail décoratif. Et ça, c'est quelque chose qui est, par rapport à ce que tu disais, Yiji, tout à l'heure, des formes minimales qui avaient pris leur distance par rapport à la question du décoratif. Au contraire, on est aussi des années après, et ça, c'est un positionnement d'artiste de sa génération aussi, de le revendiquer aussi clairement. Pas très nombreux. Ah oui, c'est vrai que je pensais à quand on préparait cette soirée avec Camille, je lui parlais de Marc-Camille Szemowicz, qui est un artiste anglais, mais qui est né à Paris de parents polonais, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, mais qui justement a travaillé moi je l'ai toujours vu vraiment dans une tradition anglaise avec justement un jeu par rapport à la décoration, et là il est mort récemment et j'ai vu en fait il a repris l'escargot très célèbre de Matisse, le collage qui est
à la tête moderne. Il a repris la composition exacte et chaque élément qui sont des aplats de couleurs chez Matisse, il les a fait avec des petits dessins, si vous voulez, comme certains rideaux double rideaux dans des maisons démodées de nos grands-mères. Voilà. Et c'est très très étonnant parce que il y a en plus, si vous voulez, cette dimension décorative. C'est très intéressant parce que en France, on a tendance à mélanger décoration de Noël, décoration de vitrine et art décoratif. Et dans la dimension décorative d'un travail, ce qu'on voit ici, avec aussi cette arche comme ça, cet arc, et qu'on trouve chez Matisse et qu'on trouve chez un certain nombre d'artistes, j'ai envie de dire, c'est une décoration noble. C'est pas kitsch. Voilà, il y a le kitsch dont on parle assez facilement. Voilà, il y a une relation comme ça entre qu'est-ce que le décoratif. Et ça. Tout le monde n'est pas d'accord sur ça, en fait. Et entre autres, les artistes minimales ne voulaient pas en entendre parler. Mais c'est normal par rapport à la nature de leur travail. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul mot pour dire décoratif en français, alors qu'en anglais, il y en a bien plus. C'est intéressant aussi de voir qu'on a... Oui, c'est un grand mélange. Voilà, c'est un panier garni en France, alors que dans les pays anglo-saxons, il y a effectivement la décoration se décline. Ah oui, moi j'ai pas forcément ça bien en tête. Tout à l'heure. Donc ça, c'est les outils de Jen pour créer ces dessins d'ellipses. En fait, elle utilise des règles spécifiques. Elle en avait, donc on voit bien beaucoup, et qui lui permettent d'avoir des tailles très différentes et d'avoir un tracé très régulier, très parfait. Donc dans les premières œuvres, c'est évidemment pas visible, mais petit à petit, elle va mettre en place ces outils de travail qui vont lui permettre de faire des compositions parfaites, en termes juste de régularité. Tout à l'heure, Catherine évoquait le fait qu'il y avait aussi chez Jen ce travail sur papier. Donc ça, c'est un exemple aussi de petites comme esquisses de travail où on retrouve, alors ça c'est les mains de Yiji qui place en fait une de ces règles de dessin des ellipses sur l'œuvre elle-même dessinée par Jen, et on voit qu'en fait elle reprend complètement exactement toutes ces trouées, mais qu'elle en crée aussi une pièce dans laquelle il y a de la couleur, et elle crée aussi quelque chose comme un rapport de composition à partir de ça. Donc deux exemples parmi plein, parce qu'on en a vu beaucoup. Et j'avais envie de la citer, alors c'est un petit peu, les notes sont prises comme ça, mais elle disait, en parlant de cette question de l'ellipse, donc je voulais faire une fontaine, j'ai utilisé l'ellipse. La forme parfaite, 2 points focaux, ça crée un cercle ou une flat shape, donc une forme plane, donc une forme qui peut être vue comme deux choses simultanément. L'œil ne peut jamais rester tranquille, il n'a pas de point focal. Et ça, cette dynamique de rapport à la perception, qui va sans doute aussi la rendre très proche d'une artiste comme Bridget Riley, qui fait partie du mouvement de l'op art. On sent que c'est quelque chose qui est vraiment actif et en jeu dans sa peinture tout le temps, en fait. Avant que tu repasses à la peinture, ce qu'on a brièvement aperçu dans les travaux sur papier, c'est qu'elle va jouer aussi sur la dilution de la peinture qu'elle utilise ou de la gouache qu'elle utilise. Avec un geste, ça produit quelque chose de tout à fait différent, la peinture. Ce qui est frappant concernant les travaux sur papier, c'est cette histoire de fond ou de motif où la peinture vient se diluer et où elle va jouer avec ça comme elle joue avec la lumière avec la peinture qu'elle utilise pour les toiles. Donc il y a vraiment deux langages très différents que lui impose évidemment le support, mais qu'elle développe parallèlement et qui sont très très riches. Et le dialogue entre peinture et œuvre sur papier fait partie des artistes où ce dialogue est passionnant.
Ouais, ils ont un statut très différent en fait quand c'est sur papier et sur toile. Ouais. Voilà. C'est ça qui est bien en fait. Ouais. Oui, peut-être qu'effectivement on peut le souligner parce que nous on était passionnés de voir ça dans les meubles à plan. Mais en fait ils étaient dans des meubles à plan. Et effectivement ils ont quand même une place parce qu'elle leur donne aussi une place sur son site internet. Les œuvres sur papier sont là et sont très présentes. Mais c'est comme si ils ont un développement qui est à la fois parallèle à celui de la peinture et en même temps qu'elle place comme un autonome en fait. C'est comme si elle les vivait comme complètement autonome puisqu'ils avaient vraiment un statut d'œuvre pour elle. Et d'ailleurs, elle s'est intéressée aussi à l'édition. Donc, elle a développé le travail sur papier autrement que comme de simples esquisses qui lui servaient pour la peinture. Elle allait un peu plus loin que cela. Donc là, tout à l'heure, je disais cette espèce de bascule qui s'opère en 1991 pour elle, et peut-être que ça fait partie aussi justement des grandes œuvres de transformation, où on retrouve dans cette œuvre qui s'intitule, vous voyez, 1991, et dans lequel elle joue aussi sur la question d'effet de miroir, hein, puisque le dernier 1 devient le premier 1, il y en a un qui saute, quoi. Et donc on a, c'est aussi un des premier titre d'œuvre où elle commence à jouer avec la question du nom du titre d'œuvre. Et donc là, on est sur un format qui est un peu moyen. Alors moi, je trouvais intéressant de noter que c'était dans la collection du Goldsmiths College. Je ne sais pas si c'est une œuvre de diplôme, en fait, puisque c'est la dernière année de son diplôme au Goldsmiths. Est-ce que It was part of the course. Oui, ça faisait partie de ses travaux de cours, en fait. D'accord. Voilà. Donc en fait, la transformation se fait au moment où elle est encore au Goldsmiths College. Mais en tant que prof ou en tant qu'étudiante? Non, en tant qu'étudiante. Étudiante. Bah oui, en 91. As a student. Pardon. Stupid question. Ouais, il faut qu'on aille plus vite. Donc, juste une capture d'écran de son site internet qui montre qu'elle fait donc des catégories d'entrée chronologiques, mais qui ne sont pas régulières. Donc, c'est vraiment des périodes. Donc là, 91-99, c'est la première période. Après, on a 2000-2004, 2005-2009. On voit. Voilà. C'est pour redire. Oui, ouais, ça c'est les. Ah, alors ça, c'est. Yiji commande cette photo. C'est notre première douche et toilette. Où? Where? In the garden of Grelier. Dans le jardin ici en France, à Grelier. Mais en 80, aussitôt que 93, as soon as 1996. Oh, before. Oui, parce qu'ils ont acheté, ils s'en sont servis en tant que résidence secondaire pendant assez longtemps. D'accord. Bon, ça c'est une autre question qui est assez importante effectivement sur cette installation qui va se faire en France. Tout à l'heure, je donnais la date de 2006. 2006, c'est le moment vraiment de déménagement. De première. Mais en fait, voilà, je ne savais pas exactement, mais ça commence bien plus tôt, puisqu'on est 13 ans avant, quoi. Oui, parce qu'en 2006, c'est le choix de vie qui s'opère et où Yaji et Jen. Dans les années 80, ils se souviennent. Alors, je ne sais plus, c'est 86, quelque chose comme ça. Okay. Donc, très tôt. Okay. Alors, hop. Donc, on est donc au milieu des années 90. Donc ça, j'ai choisi cette œuvre parce que en fait, je la connaissais pas et je la trouvais intéressante aussi sur la question du développement de son travail, de la multiplication et aussi sur la question du titre, hein, puisque Coming on Big, je pense qu'on peut le comprendre de plusieurs manières. Et là, en tout cas, d'une part, c'est une œuvre qui est assez grande en taille, puisqu'elle fait 2,44 m quand même de longueur, ce qui est quand même très important. Et en même temps, il y a cette idée du splash, qu'on voit plus aussi dans ces œuvres-là. En tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose comme... je parlais d'eau tout à l'heure, donc je passe plus vite. Et justement, Cul Noir en 99... C'est pour ça que je me posais la question de ce titre qui fait quand même référence à une race porcine de Saint-Thierry-la-Perche. Donc on est en proximité, donc avec des porcs qui sont donc bicolores. C'est à cause Jane, désolé mon français n'est pas parfait. Jane Expo à Saint-Thierry, hein,
c'est Jane et Barry Flanagan, ensemble, expo. Barry Flanagan. C'est le Cool Noir, c'était le directeur qui organisait l'expo, introduit, explique Jane le meaning de couleur, c'est le cochon, oui, c'est noir et puis c'est ça. Mais c'est pas très important. bon, on en parlera après. Mais, j'avance donc sur un troisième chapitre sur la question de la couleur et la lumière. Qui permet évidemment parler de deux choses qui sont très importantes pour Jen. Donc là, c'est toujours cette capture d'écran de son site internet qui permet de voir aussi que sa palette change en global quand on voit la totalité des pièces. Et pour elle, ça va être aussi la découverte des pigments métalliques qu'elle fait en 2005. Et elle associe aussi cette transformation de sa palette à son nouvel endroit de vie en 2006, donc en Dordogne. Alors j'ai oublié de préciser quelque chose, je l'avais un peu dit en introduction tout à l'heure, mais Jen, après son diplôme donc au Goldsmiths College en 91, va quelques années après être recrutée comme enseignante au Goldsmiths College. Elle va enseigner 10 ans, en fait, de 96 à 2006. Donc quand elle arrive en France, elle quitte aussi cet enseignement. Et Yiji aussi était enseignant au Goldsmiths College. Oui. Donc Yiji, je te remercie de m'avoir envoyé donc des photos aussi de cette vue de l'atelier de Jen. Et elle y fait référence en fait précisément. Elle dit elle-même la lumière est devenue bien plus importante quand je suis arrivée en France, parce que j'ai déménagé d'une zone urbaine ou suburbaine à Londres vers un environnement complètement rural en Dordogne avec une vue de mon atelier. J'ai remarqué que je passais du temps à regarder et voir les changements avec le jour et la saison. Grand ciel, grand paysage, conditions climatiques. Donc ça, c'est ce lien, cette connexion qu'elle a toujours avec le réel, même si voilà, on a commencé à évoquer aussi les liens avec la figure, la figuration. Et peut-être aussi, il y a une autre chose qu'elle a dit que je trouve très belle. Elle disait qu'elle avait une bibliothèque mentale de couleurs. Donc quelque chose qu'elle avait dans sa tête, en fait, et qui lui permettait après de pouvoir convoquer cette bibliothèque mentale pour penser des correspondances de couleurs. Peut-être Bruno, sur la question de la couleur, est-ce que tu peux nous éclairer justement sur la façon dont toi tu vas rencontrer le travail de Jen, et puis plus globalement sur l'importance dans son travail, mais aussi dans le tien. Enfin, comment toi tu fais se rencontrer aussi vos deux façons de travailler, ou pas d'ailleurs? Oui, je pense que ce qui m'a intéressé, mais je pense certainement pour Jen aussi, enfin, c'était nos différences. C'est-à-dire qu'en fait, on s'intéressait un peu aux mêmes choses, mais pour des raisons différentes, et on en donnait une forme plastique totalement différente. Mais même, ça allait très loin, puisque dans la méthode de travail aussi, autant quand on voit en général, quand on voit une peinture, si on regarde bien, on peut très bien voir le rythme de travail du peintre. Et quand on voit les peintures de Jen, on sent qu'il y a une très longue élaboration, concentration, voilà, élaboration, voilà, un geste très précis. Voilà, extrêmement précis et régulier. Tout ça, c'est quelque chose qui est très impressionnant. Et dans le choix de ces tons aussi, il y a une précision qui moi m'a tout de suite beaucoup intéressé. Et en fait, je pense que tous les deux, on était à la recherche de tons très particuliers qui sont pas forcément d'ailleurs harmonieux en fait, mais qui peuvent être un peu grinçants, un peu difficiles comme ça, et parce que c'est vrai qu'on doit quand on peint, quand on choisit nos couleurs, quand on prépare nos couleurs, c'est pas du tout. Il y a une logique particulière. Et finalement,
ce qui est intéressant, c'est de comprendre la logique de chaque artiste. Et je dois dire que la logique de Jen m'a beaucoup impressionné, aussi bien pour la couleur que pour le dessin, en fait, pour le motif. Parce qu'en fait, je crois qu'on peut vraiment parler de motif dans son travail. Et d'un côté, il y a une précision qui était presque technique, c'était presque comme un dessin technique. Vous savez, les dessins qui étaient faits pour l'industrie avant, quand c'était fait par des humains, que c'était pas une machine qui faisait le dessin, il y avait comme ça une précision où c'était presque plus précis que l'objet terminé. Et c'est ce que c'est ce que je vois dans la peinture de Jen, c'est-à-dire qu'il y a une extrême précision. Et ça, c'est une beauté qui est exceptionnelle, en fait. Tu parlais du temps, parce que c'est vrai que la manière, alors là, il n'y a pas forcément d'image pour en parler, mais le travail de composition de Jen, donc c'est une peinture à l'huile, déjà, donc il y a un temps de séchage, et on sait que voilà, elle monte les couches, au moins 5 couches progressivement, avec des couleurs qui sont complètement différentes en fait sur les premières couches. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette question de la réflexion aussi de la lumière et comment une couleur claire sur une couleur foncée ne réagit pas de la même manière. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc c'est à la fois un travail de dessin, lui-même assez long, et après ce travail de constitution progressive. Voilà, oui. Et c'est un travail de longue haleine, en fait, avec une concentration qui est... je veux dire, faut pas être déconcentré. On sent qu'il y a une chose une intensité qui est très intéressante. Autant, par exemple, quand on voit... je sais pas, il y a certains tableaux... je pense par exemple à des tableaux de Manet pour parler de quelque chose de très différent, et où on voit que quand Manet travaille, il peint extrêmement vite, et donc il y a un rythme qui est visible quand on regarde un visage, quand on regarde un vêtement, comment je sais pas, un nœud pour une robe a été fait, c'est fait en quelques secondes avec 4 coups de pinceau, pas de retour. Et Jen, autant je peux dire que, à mon avis, il n'y a pas de repentir, mais parce que tout a été élaboré de manière très méthodique, en fait, et assez lente, en fait. C'est surtout dans... Là, ça se voit, en fait, pour tout ça. En fait, je ne peux pas imaginer s'il y a eu des repentirs. Je sais pas. Les couleurs sont pas du tout bonnes. Je le dis. Ah oui, là. Mais par rapport au repentir, Camille, il y a un très beau film qui a été produit par DDA où on voit Jen peindre, et on vous invite vraiment à le regarder en entier. Oui. Et Yerji nous disait que quand elle peignait, parfois il l'entendait rouspéter, comme on dit, parce que justement elle avait une rupture de concentration, et c'était quelque chose, un moment, voilà, qui était difficile. Mais moi, elle me faisait vraiment penser, quand je discutais avec elle, quand je voyais les grands formats, c'est presque un exploit sportif, parce que c'est une maîtrise de la main, du geste, d'une concentration énorme, même si c'est une peinture à l'huile et qu'elle peut poursuivre. C'était vraiment un geste extrêmement impressionnant, comme tu le dis, oui. Say that Jane very rarely used color from a tube. She more or less always mixed it. That you could see. Donc en fait, elle utilisait très peu de couleurs qui sortaient directement du tube. C'était toujours un mélange, en fait. C'est des palettes par tableau, en fait. Alors, j'accélère. Et je reviens sur un moment important. Donc tout à l'heure, j'évoquais cette exposition qui a eu lieu à la Chapelle du Camel à Libourne en 2014-2015. Donc ça, c'est une photo que j'avais prise au moment du vernissage, et on voit Jen assez émue
au moment des discours, donc avec le directeur et le maire, je crois, de Libourne. Et voilà l'œuvre qui a été donc créée par Jen spécifiquement pour cette exposition. Et c'est très impressionnant parce que c'est donc une chapelle désaffectée, non pas désacralisée, merci. Mais pour autant, on est dans la partie effectivement assez intensément religieuse de l'espace. Et elle a créé une série de 8 très grands panneaux qui fonctionnent 2 à 2, hein, vous le voyez, mais aussi en fait avec d'autres systèmes de croisement. Donc là, une lecture on peut passer vraiment des heures devant pour essayer de comprendre les compositions, les connexions et tout ce qui se perd entre ces œuvres-là. Et elle a créé le format exactement pour qu'en fait ça soit dans ce lieu, dans une forme de lévitation. Et aussi, moi, ce que alors, on le voit bien sur ces photos, un peu plus. Vous voyez, ce format est complètement différent des formats habituels. Il est très vertical, très étroit. Et l'idée, c'était que, comme c'était destiné à une surface de mur qui était courbe, qu'en fait, on reste très très proche de la peau du mur, en fait, réellement. Et on a cette série, on voit aussi un détail par rapport à ce qui était évoqué aussi sur la technicité de son geste. Et je pense vraiment, même si c'était pas destiné à rester sur place, mais je pense vraiment que c'est pour elle, que ça a été comme une grande œuvre, en fait, comme les grandes commandes religieuses qui ont été faites à certains artistes. Et que c'est vrai que c'est un peu triste en fait que cette œuvre-là ne soit pas sur place, mais l'œuvre est consacrée et utilisée pour d'autres expositions. Mais c'est un ensemble qui est juste majeur en fait dans son travail et qui, c'est la seule fois, à part cette petite série tout à l'heure qui était des esquisses, c'est la seule fois où en fait elle change son format pour s'adapter au lieu, alors que d'habitude c'est absolument pas sa manière de fonctionner. Elle est vraiment dans une peinture qui est faite pour le sujet qu'elle traite, enfin, la question qu'elle se pose. Et c'est vrai que c'était vraiment c'est un ensemble qui est très impressionnant, dont on peut voir actuellement et encore jusqu'à demain 6 pièces à Bordeaux. Oui. Et que j'espère on pourra vous montrer dans le futur site en fin d'année prochaine, puisque ça fait vraiment partie des pièces qu'on aimerait pouvoir vous proposer dans l'espace qui a une lumière et un espace absolument parfait pour déployer ces 4 panneaux, enfin ces 8 panneaux qui composent 4 diptyques, dont tu peux peut-être rappeler le titre, qui est aussi là un titre important. Oui, alors que je n'ai pas mis en plus. Tu t'en rappelles hein? Jusqu'au bout de l'ellipse. Ah oui, c'est le titre de l'expo voilà. Ici. Ouais. Et oui, parce que je me rappelais plus si c'était... Ah oui, c'est pas le titre de la pièce, absolument. J'ai un doute si c'est le titre de l'œuvre, en fait. Ouais, non, j'ai pas. Pardon, moi j'ai pas l'information. Il s'appelle Familias. Ah, merci. Familias. Familias, voilà, la famille. Familias. Hein, la famille. Familias. Mais... Oui, ça c'est une bonne question. Yuji essaie de se rappeler ce que ça signifie. Oui, je pense peut-être quelque chose religieuse, mais je n'ai pas religieuse, mais c'était de l'espace qui est original, c'était espace religieux. Peut-être, ouais, peut-être de toute façon on peut juste dire aussi qu'il y avait un lien aussi dans sa peinture avec la peinture religieuse. Il y a à la fois la forme de la mandorle, de l'amande qui est la forme de l'ellipse aussi dans sa hauteur, et puis le travail autour des pigments métalliques et de l'or, parce que là on ne voit pas très bien, mais en fait il y a de l'or, du cuivre, du laiton, c'est les pigments métalliques qu'elle vient chercher, avec lesquels elle fait ses mélanges. En fait, elle avait été chercher pour cette œuvre-là toute une palette de pigments métalliques avec justement ces très fines nuances qui sont magnifiques, hein, qui tirent vers le vert, qui tirent vers le jaune, qui tirent vers le rose. Donc d'où cette importance aussi de voir. Alors peut-être que je m'arrête là. Il reste un tout petit peu plus de 15 minutes, mais il faut absolument à préparer une intervention, et Bruno aussi, je pense que tu veux compléter un petit peu. Non, mais je termine juste, j'amène peut-être, je montre les dernières images. Pardon, je vais un tout petit peu moins vite, mais là... Oui, il faut quand même qu'on voit les pièces, Camille. Oui, mais c'est vrai que si Yiji, toi, il faut que... Mais tu peux peut-être continuer à les dérouler pendant que Yiji parle.
Voilà. Je dis juste en amont que c'est vraiment des photos. Pardon, c'est des photos. Tu veux finir, voilà. Ah, d'accord. Donc Bruno d'abord, Yirji après. Ouais, d'accord. En fait, quand j'ai été invité il y a quelques mois, en fait, j'ai pensé en fait à Jane Harris dans le contexte de ce que moi je connais de la peinture anglaise, qui en fait était assez peu visible dans les années 80-90 en France, parce que bon, évidemment il y avait Bacon, il y avait Graham Sutherland et il y avait Lucien Freud, mais ça, c'est une autre histoire, j'ai envie de dire. C'est pas c'est une autre histoire. Et puis autrement, il y avait la sculpture qui était très présente. Et puis c'était un petit peu comme si l'Angleterre était un pays de sculpteurs, parce que il y avait Deacon, Tony Cragg, Bill Woodrow et puis beaucoup d'autres. Et les peintres avaient toujours une toute petite place. Et en fait, tout à l'heure, je vous parlais de Ben Nicholson, bon, qui est d'une autre génération, qui est né à la fin du 19e siècle, mais qui est quelqu'un de très important et qui représente très bien en fait cet esprit d'être. Nicholson pouvait être très proche de Mondrian et de Still à un certain moment, et après peindre plutôt dessiner des paysages méditerranéens. Donc, si vous voulez, c'est un cocktail qui est très particulier, qui peut paraître à certains comme assez incohérent, en fait. Il avait fait une exposition au musée de Saint-Étienne, une grande rétrospective qui avait été faite de Nicholson, et il y avait eu un accueil assez terrible où il était... l'interprétation était fausse. On comparait par exemple à Braque, mais c'est pas du tout la même histoire en fait. Ou bien on parlait que c'était incompréhensible d'avoir ce côté élégant, par exemple. Voilà. Et c'est vrai que c'est une peinture élégante. Et je trouve des choses similaires chez Jane. Et puis aussi, je voudrais parler d'un autre peintre qui s'appelle Jeremy Moon et qui est mort dans un accident de moto quand il avait une trentaine d'années, mais qui a fait une œuvre brève, mais je trouve extrêmement brillante et où tout a été esquissé finalement du fait de son décès prématuré. Mais moi j'ai surtout vu des dessins, quelquefois c'est des tout petits dessins qui ont été faits au pastel de travaux abstraits. Et c'est un travail qui est abstrait mais avec une fantaisie qui est... ça n'a pas du tout l'austérité... tout à l'heure on parlait de l'art minimal, l'austérité de travaux minimal comme par exemple Donald Judd qui... et il y a au contraire une fantaisie que je trouve très spécifique et très particulière, et et que je retrouve d'une certaine manière dans le travail de Jane Harris. Ouais. On continue à voir des œuvres de Jane. Là, on voit des vues d'exposition avec plusieurs autres artistes. Ouais. On a vu Shirley Jaff tout à l'heure. Là, on aperçoit Aurélie Nemours. Ouais, oui, ça j'aime beaucoup cette photo parce que c'est une exposition que Jane avait fait. C'était une exposition collective. Donc il y a un tout petit tableau de moi et puis 2 tableaux de Jane. Et c'était à Paris, en fait, à la galerie Sémiose. Et voilà, c'était bien. Et en fait, j'aime beaucoup avoir une de mes toiles à côté des siennes. Et il y a
toute une relation d'échelle qui me paraît intéressant. Et peut-être que, en fait, là où on avait on avait des points communs, on en avait pas mal parce qu'on parlait facilement, mais c'était aussi dans cette relation au tableau et à l'échelle du tableau. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et où la taille du tableau provoque la relation du spectateur avec avec le tableau, sa taille, voilà. Peut-être, vu l'heure, merci beaucoup Bruno. On va passer la parole à Jirji qui va terminer cette conversation avant d'entamer l'échange avec vous et que vous puissiez profiter de la présence de Camille, de Bruno et de Jirji pour les interroger. Je parle français. Merci beaucoup. Je te remercie bien pour inviter moi à organiser ce symposium. Merci beaucoup pour Bruno et Camille pour. Maintenant, ce n'est pas quelque chose académique, c'est une petite performance, je pense. I have got something prepared. Oui, donc il a préparé quelque chose. But it's only for 2 hours, so I hope that's okay. But, I think just to give the discussion slightly different angle. Pour donner une tournure à la discussion, I will probably talk a little bit about more Jane as a person. In a way, create kind of, if you like, ambience for what was happening apart from talking about painting and so on. There were other things. In a way, I could say there's kind of echo from Goldsmith. donc c'est une question d'ambiance et pour ne pas que parler de la peinture, c'est aussi l'écho de l'école donc de Goldsmith qui a. Well, I will not elaborate, but I will throw in few points, and hopefully they will be controversial, so we can have a discussion later on. Donc il va lancer quelques idées par rapport à ça et espère que ça va susciter une discussion après. Well, to start with, I think, which you probably know, that there is no definition of art. Nobody can define what art is. We can only describe it. It's a bit of luck. Pas de définition de l'art, on ne peut que le décrire. We can probably say that there's a bit of a difference between illustration and fine art. Une différence entre l'illustration et ce qu'on appelle les beaux-arts. Even that is a bit problematic. Pas toujours facile. It seems to me that the most useful way of talking about art and art of particular art is to focus or to consider what informs the art. Donc la meilleure façon de parler de l'art, c'est d'essayer de se concentrer sur ce qui informe l'art. In many ways, with the advent of modernism, nearly anything can be art. Dans Everything could be art. la venue du modernisme, tout peut être de l'art. But it is impossible to work or to deal with everything. That's physically impossible. Et So every artist has to limit somehow the area in which they will operate. So to donc speak. chaque artiste doit limiter quelque part ou se créer des limites pour son art. And for that there is something, I have to claim that it is my very deep theory, which is called tangential deviation. Donc c'est sa propre théorie, c'est la déviation tangentielle.
principle, if you imagine, if you can talk about art or explain the art, then it probably will be illustration, will be illustrative. Si on peut décrire ou parler de l'art, ça devient de l'illustration. So we can imagine that the art, of if you want to talk about a particular piece of work, is informed by many tangents. Donc l'art, en fait, est informé par plusieurs tangentes. So in a way, the tangents limit the scope of the art. Les tangentes limitent donc l'étendue de l'art In a way, and create a space in which the art will kind of happen. et créent donc un espace dans lequel l'art est réalisé. So in a way, so to talk about those tangents, Donc ces tangentes, what informs that space which then is created for art to happen seems to be most useful way of talking about art. et donc parler de cet espace créé par ces tangentes semble être la meilleure façon de parler de l'art. Which also, that's a different story, but obviously makes art education quite interesting, if not problematic. Hein, donc ce qui rend l'éducation de l'art très difficile et du coup problématique. For all this, we need to communicate, and to communicate, we have got something called the language. Et pour communiquer, nous avons besoin d'utiliser le langage. But language, by any means, is not perfect for communicating. Mais le langage n'est pas parfait. There are few problems as far as we could have seen. There's a difference between concrete and abstract noun. Donc il y a des différences dans les termes des noms concrets et abstraits. This, I think, is quite important because if you want to talk about potatoes, for example, Donc c'est important parce que si on veut parler de pommes de terre, it will be a different language if you want to talk about art or, let's say, goat. donc c'est ce qui permet de différencier si on parle de pommes de terre ou de Dieu. Namely, because if we talk about potatoes, we know what, well, most likely we know what potato is. Parce que si on parle de pommes de terre, nous savons ce que sont les pommes de terre. But if we talk about abstract nouns, it is not so simple. But very often the discussion or discourse is as if God and art, we all know what it is, but we don't. Et donc pour les noms abstraits, c'est là où ça se complique. Donc quand on parle de l'art ou de Dieu, voilà, on ne peut pas... Well, that seems to be quite interesting. One of the things which Jane was also interested in is the difference between imperative and conditional. Une des choses qui intéressait Jane était la différence entre l'impératif et le conditionnel. Il le fait exprès. Hein. Many problems seem to originate from misuse of those two terms. Et donc beaucoup de problèmes surviennent de la mauvaise utilisation de ces deux termes. It is very different to say this is it or this could be it. C'est la différence de dire ceci est ou si ceci pourrait être. In many ways, that's probably something which we talked about it. And if you think about politics, particularly politics now, and maybe historically, the problem always was with people who claim that they know what it is. Et donc les problèmes qui se rejoignent à la problème politique d'aujourd'hui, et du coup des gens qui disent qu'ils savent en fait, qu'ils ont la vérité, c'est ça.
we can discuss that. C'est des points de discussion. Hein. Well, the more important kind of thing, or maybe more interesting for the art, is the notion what perception is. Art, by definition, will be dealing with perception. Donc le point important, c'est la perception. And there is a difference between seeing and perceiving. Et la différence entre voir et percevoir. And for that, I think it's quite important to sort of think about it. To see something simply is we using our optical machinery which we have. Hein, We de see voir, something. c'est l'utilisation to- de nos yeux. But to perceive it and to have some meaning out of it, the brain has to be involved. Mais la perception engage le And- cerveau. And that is fundamental, but you probably know that we see that which we know, On voit ce qu'on connaît, which is a bit of a not commonsensical quite. ce qui n'est pas en rapport avec le bon sens. But it is exactly, I think everybody probably knows cowboy films, but cowboys and Indians. Tout le monde connaît les westerns. Well, and in many films you can see there are cowboys riding, Donc il y a des cow-boys à cheval. In front of them often is an Indian, the native person, who is looking down and saying, well, no, we have to go this way, or they stop here, they did something there, and so on. Et donc l'Indien qui est devant les cow-boys peut toujours lire par terre les traces. But the cowboys, they see exactly the same thing, Les cow-boys voient But- exactement la même chose, but it doesn't make any sense for them. mais ça n'a aucun sens pour eux. But it is not because the Indian has got some sort of unnatural powers, or Et l'Indien n'a pas de pouvoir surnaturel, but it is purely because Daddy Indian told the little Indian, look, if the leaf is turned this way, snake was there. If grass is moved that way, donc c'est That means l'enseignement something du else. papa indien So à l'enfant indien qui lui indique in a way, toutes he ces choses. educated his son or whoever to see the thing. Et ils ont été éduqués pour Cowboys voir ce genre don't- de choses. And then anthropologists are quite interested in it. They would tell you there are many examples. And we can often, even from daily experience, sometimes you go with somebody and you're looking the same direction. And they could say, oh, did you see something? No, Donc, you were looking at that, but you didn't perceive it. la So- différence entre ce que nous voyons en tant que deux êtres humains différents, on va voir la même chose, mais on ne va pas percevoir la même Oui. chose. Which just got a lot to do with attention. If you pay attention to something, you tend to Ce see. qui est en rapport avec l'attention qu'on donne. So, in principle, more we know, more we see. Plus on sait, plus on voit. Now, with the color, you probably also know, because for Jane, the color was fundamental. Pour Jane, la She- couleur était essentielle. I will allude to it a little bit there. And so, but the color is just the light reflected from particular surface. Hein, la couleur, c'est la lumière qui est reflétée d'une surface. Which is something quite interesting. So you can play with the surfaces, so you get a different. On peut jouer Des avec la différentes surface pour obtenir une autre lumière. Anyway, I think we'll, I guess you could ask, what does that all have to do with Jane's painting? Et tout ceci, quel rapport avec Jane? Well, maybe I took a little kind of brief history of Jane. I mean, Camille already alluded to certain aspects of Jane's. But Jane was youngest from 4 siblings. No. Right. Jane était la plus jeune de 4 enfants. The father was in the Navy, Son père était dans la marine and the mother was at home, but she was amateur actress. et sa Ok. mère était femme au foyer, mais était actrice amateur. So there was a background which was quite
vivante, one could say. Donc c'était une famille vivante, il se passait des choses. The one thing which Jane remembered, the father, when he came back from Navy, whatever Navy does, Quand le père rentrait des missions dans la marine, he was doing fly fishing. I don't know how to say it. il faisait de la pêche à la ligne. Pêche à la ligne. And Jane was very young, and she was in a car waiting for father and brother finish fishing. Jane était dans la voiture, attendait son frère et son père qui And, pêchaient à la mouche en fait, pardon. one thing she remembered always, the water, the trout is in quite a fast running water often. Donc les truites sont dans de l'eau qui est assez vive. Hein. So Jane just remembered as a child to see the shimmering of the water. Donc elle avait l'habitude de regarder cette eau qui scintille en fait avec les ricochets. And with that also, to keep her quiet, they gave her, I don't quite know how it's called, there are books with pictures which you fill in with color. So there's no color, it's just a pour drawing. L'occuper pendant qu'elle attendait, elle avait donc des cahiers de coloriage. Oh, Cahiers, ouais. okay. And then again, you fill the color of the given shape to a border. Donc on remplit, c'est un cahier de coloriage, donc on colorie jusqu'à la bordure qui est déjà indiquée. And there's another color again to the border, so the border Et on became met une autre something couleur, et in donc her. c'est de là que vient cette histoire de bordure. Okay. Oh yeah. The important thing here also is to say that Jane's second brother was a painter, or is Le is a deuxième frère de painter. Jane est aussi un peintre. So the idea that art exists and painters exist, she was familiar with that notion. Donc elle connaissait déjà cette notion d'artiste et de peintre. But then when she was 14, unfortunately her father died, which was Son père est quite décédé kind of quand elle avait 14 ans. traumatic. And then, interestingly, when she finished her lycée, probably I could say, she, because of the family, I guess this is again interesting, because the brother was a painter, it was there, it wasn't that important because he was there. Donc quand So elle a it was fini quite le normal. lycée, cette notion d'artiste, donc pour elle, c'était assez normal puisque son frère était peintre, donc c'était pas quelque chose d'étranger. So Jane actually did for 1 year, she did secretarial. Donc elle a fait des College. études de secrétariat pour commencer. And so we are in 70s, but she became very good in typing. Donc elle était très forte en frappe And she learned shorthand. et elle pouvait écrire en sténo. C'est un terme qui n'existe plus. Okay. But it was not very interesting. Mais c'était pas très intéressant. Ouais. So she went to Bournemouth School of Art. Bournemouth is a big Donc elle a town été dans in une école West d'art à Bournemouth, c'est ce que Camille. Camille a dit. Ouais. And from Bournemouth she was accepted to Camberwell School of Art, Et c'est là qu'elle a Which- été acceptée à Camberwell. which was quite important school of art, but she didn't like it because it was too academic. Et c'était pas une école qui lui convenait, c'était trop académique. So she moved to Brighton, which was much more advanced, if you like, more modern, more freer. Donc elle a été à Brighton, qui était une école plus libre. And after Brighton, she did her first MA in Slade, Et which was c'est là quite qu'elle a a- fait sa première maîtrise à Slade. The Slade was quite important for her because she was a bit more mature and she started to get some ideas of what she could do with the painting. So, Donc c'est à la Slade that was, qu'elle a vraiment commencé à devenir mature. and after the Slade, she got a travel scholarship to Japan. Okay, and we haven't got much time, so I'll finish. I could have tell you all sorts of interesting things, but I won't. Or just to say, the idea of borders and the idea of light hitting the surfaces and Donc l'idée des bordures et de la lumière qui was touche la something which surface, Jane carried on to c'est quelque chose qu'elle a toujours gardé. to the end. Anyway, and then it's the last thing. La The dernière interesting thing chose. in Japan, you probably know, the gardens. There are two kinds of gardens. One is sit-in garden when you literally sit down and
look around. Donc il y a des jardins au Japon, deux types. Il y a un jardin dans lequel on s'assoit et on regarde autour de soi. There is a garden which is garden walk around garden. Et ensuite il y a le jardin dont on fait le tour. Jane quite like that idea of that you have to walk around to Donc see. cette idée de faire le tour du jardin, c'est ce qui lui plaisait. There's a last point which is in a way interesting with Jane's pictures, because the surface is so lively. Parce que la surface est très vivante en fait. There is no right point of view. Il n'y a pas de point de vue exact. In a way, Jane suggests that you have to go around. Jane voulait qu'on regarde de plusieurs directions en fait, And the image changes. afin que l'image change. Dramatically. In a way, Jane quite liked the idea of reversing the experience of cinema. In cinema, you sit down and something is happening. In Jane's pictures, it's the other way around. Donc c'est l'inverse du cinéma. You have to move in order to get the movement. Au cinéma, c'est l'image qui bouge, et avec Jane, c'est le spectateur qui doit bouger pour voir toutes les différences. Anyway. Sorry. Merci beaucoup, Yeji. Et merci pour être revenu sur la question de la perception, du regard, et puis évidemment pour l'impossibilité de la définition complète du travail d'un artiste, au-delà de la définition de l'art, bien évidemment, à laquelle on ne s'attellera pas. J'espère néanmoins que pendant ces presque 2 heures, on a pu s'approcher le plus justement possible du territoire qu'occupait Jane et de l'œuvre qu'elle nous laisse. J'ai bien parlé de tentatives d'approche du territoire de Jane. C'est aussi pour vous amener à aller voir cette peinture qu'on aura le plaisir de montrer. Il y aura une toile importante de Jane qui sera dans l'exposition d'ouverture du FRAC Artothèque. Et ensuite, à l'automne 2025, on déploiera son travail aussi largement que possible. Elle n'a malheureusement pas pu attendre l'ouverture du lieu et elle nous manquera.